Mon frère a échangé mes médicaments pour rire. Après mon malaise, mes parents m'ont supplié de mettre terre. Mais quand les résultats toxicologiques sont tombés, le visage du médecin a blêmi. Ce qu'ils ont trouvé n'était pas une blague. C'était une tentative de meurtre. Mais la vérité était encore plus sombre. Mon frère a remplacé mes médicaments pour le cœur, soi-disant, pour rire. Quand je me suis effondrée au travail, au bord de la mort, mes parents m'ont supplié de garder le silence. Mais lorsque le rapport toxicologique est arrivé, le visage du médecin est devenu blanc comme un linge. Ce qu'ils ont trouvé dans mon sang n'était pas une simple farce. C'était une tentative de meurtre méticuleusement planifiée. Mais la vérité était encore plus sombre et plus tordue que tout ce que vous pouvez imaginer. Mon nom est Élise, et ceci est l'histoire de la destruction et de la reconstruction de ma vie. Avant de plonger dans les détails de cette histoire qui a bouleversé mon existence, j'aimerais prendre un instant pour me connecter avec vous. J'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous êtes, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est fascinant et réconfortant de voir jusqu'où ces histoires peuvent voyager et nous relier. Maintenant, revenons à Amiens, à cette famille qui était la mienne. Je m'appelle Élise, j'ai 24 ans. Pour comprendre ce qui m'est arrivé, vous devez d'abord comprendre qui j'étais. Mon identité, ma joie, je les trouvais dans le silence et la concentration, assise sur un banc face à un géant de pierre. Ma passion, mon refuge, c'était le dessin. Plus précisément, les croquis d'architecture. Je pouvais passer des heures entières, le dos courbé sur mon carnet, à essayer de capturer l'âme d'Amiens. Je dessinais les gargouilles grimaçantes de la cathédrale Notre-Dame, imaginant les histoires qu'elles avaient vues se dérouler à leurs pieds depuis des siècles. Je dessinais les reflets tremblants des maisons colorées dans les canaux des ortillonnages, ce labyrinthe de verdure au cœur de la ville. Chaque trait de crayon était une conversation entre moi et les pierres. Mon rêve secret, celui que je ne confiais qu'à mon journal, était de publier un jour un livre de mes dessins, un portrait intime de ma ville. Mais sous cette passion se cachait une fragilité que je ne pouvais ignorer. Depuis ma naissance, je vis avec une cardiomyopathie hypertrophique. Un nom barbare pour décrire un cœur trop épais, trop musclé, qui travaille trop et menace à tout moment de s'emballer. Ce n'est pas une sentence de mort, mais une chaîne invisible qui dicte le rythme de ma vie. Chaque jour, matin et soir, la sonnerie de mon téléphone me rappelle de prendre ces petites pilules blanches qui sont les gardiennes de mon rythme cardiaque. C'est une routine, une contrainte, et surtout, un fardeau financier non négligeable pour ma famille. J'ai toujours fait de mon mieux pour que cette maladie ne soit qu'une note de bas de page dans l'histoire de ma vie, pas le titre du chapitre. Mon frère, Gabin, a 2 ans de moins que moi. Dans notre constellation familiale, si j'étais une lune discrète, Gabin était le soleil. Le fils en or, l'héritier, l'avenir sur qui tous les espoirs reposaient. Il est technicien en pharmacie, une carrière que mes parents voyaient comme stable et respectable. Quelle ironie tragique. Je me souviens de ces soupirs de plus en plus fréquents, de plus en plus bruyants, chaque fois que ma mère revenait de la pharmacie avec mon traitement mensuel. Encore, disait-il, en secouant la tête. On pourrait acheter une voiture avec tout ce qu'on dépense pour ça chaque année. Je faisais semblant de ne pas entendre, me réfugiant derrière un livre ou mes écouteurs. Je mettais ça sur le compte de l'immaturité. La première fissure, le premier signe que quelque chose de vraiment laid se cachait sous la surface, est apparu lors d'un dimanche après-midi. J'avais passé la semaine à travailler sur un dessin particulièrement détaillé de la maison du Sagittaire, une magnifique façade sculptée du centre-ville. J'y avais mis tout mon cœur. Le soir, fier de moi, je l'ai montré à la famille. Gabin s'est approché, un verre de coca à la main. En passant près de moi, son corps a heurté le mien dans un mouvement brusque et délibéré. Le verre s'est renversé, et le liquide sombre et collant a giclé sur mon dessin, noyant des heures de travail sous une tache hideuse. Oh, zut, désolé, je suis trop maladroit, a-t-il lancé avec un sourire en coin à peine dissimulé. Dans ses yeux, j'ai vu une lueur de triomphe. Mon père, Didier, a levé les yeux de son journal. Oh, ça va, ce n'est qu'un dessin. Ton frère n'a pas fait exprès. Ma mère, Sylvie, s'est levée, mais c'était pour chercher une éponge. Vite, nettoyez ça avant que ça ne tache le tapis. Élise,
tu devrais faire plus attention à tes affaires. Ils m'ont reproché à moi. Personne n'a vu la malice dans le geste de Gabin. Personne n'a reconnu ma peine. Ils ont piétiné ma passion avec la même indifférence qu'ils traitaient ma maladie. Ce n'était qu'un dessein. Ce n'était qu'un petit souci de santé. Ce n'était que moi. Ce soir-là, en essayant vainement de sauver mon œuvre, j'ai senti un froid glacial m'envahir. Ce n'était pas de l'encre sur du papier. C'était du poison sur mon âme. Quelques semaines après l'incident du dessin souillé, Gabin a officiellement présenté sa nouvelle petite amie, Taï, à la famille. Elle était le genre de personne qui illumine une pièce en y entrant, mais qui laisse une impression de froid une fois la conversation terminée. Belle, charismatique, elle ne parlait que de ses ambitions. Quitter cette ville de province, qu'était Amiens, monter une marque de luxe à Paris, voyager en première classe. Mes parents étaient subjugués. Pour eux, son ambition était une qualité suprême. Enfin, une fille qui sait ce qu'elle veut. Elle va le motiver, ce grand rêveur de Gabin, s'extasiait ma mère, comparant implicitement l'énergie de Taï à mon existence qu'elle jugeait trop calme, trop casanière. La présence de Taï a agi comme un catalyseur sur le ressentiment de Gabin. Son mécontentement s'est transformé en une frustration palpable. J'ai commencé à surprendre des bribes de leur conversation. Un soir, alors que je passais devant sa chambre, je l'ai entendu dire à Taï, « T'inquiète, un jour on se tirera d'ici. Il faut juste que la situation se décante, point. » Ce mot, « décanter », m'a glacé le sang. De quelle situation parlait-il ? De moi ? Puis, ses questions sont devenues plus directes, plus étranges. Il profitait de son statut de professionnel de la santé pour leur donner un vernis de légitimité. Un soir, alors que je préparais mes pilules pour le lendemain, il s'est accoudé au comptoir de la cuisine, l'air faussement curieux. « Dis-moi, Élise, ton traitement, c'est un bêta-bloquant, c'est ça ? » Ça ralentit le cœur. « Oui, en gros, c'est ça, ai-je répondu, méfiante. Intéressant. Et est-ce qu'il existe d'autres médicaments, des trucs en vente libre par exemple, qui auraient l'effet exactement inverse ? Genre, qui l'accélérerait à fond ? J'ai levé les yeux de mon pilulier. Bien sûr. Des stimulants, des décongestionnants. Mais pourquoi tu veux savoir ça ? C'est extrêmement dangereux de mélanger. Il a eu un petit rire nerveux. Non, non, simple curiosité. Pour ma culture générale. On ne sait jamais ce que les clients peuvent faire comme bêtise. Son explication était plausible, mais son regard fuyant et la façon dont il changea de sujet immédiatement après m'ont laissé un profond sentiment de malaise. Plus tard dans la semaine, un autre incident s'est produit. Mon renouvellement d'ordonnance avait disparu de ma table de chevet. J'ai cherché partout, paniqué. Ne pas avoir mes médicaments, même pour une journée, pouvait être risqué. J'ai fini par accuser Gabin, à moitié en plaisantant. Il a levé les yeux au ciel. « Arrête ta parano, Élise. Tu es tellement tête en l'air, tu as dû la perdre. » J'ai dû supplier mon médecin pour qu'il faxe une nouvelle ordonnance à la pharmacie en urgence. Le lendemain, Gabin a retrouvé l'ordonnance originale dans un livre de sa chambre, affirmant qu'il me l'avait empruntée. Ce soir-là, j'ai tout raconté à Bastien au téléphone. Sa réaction a été immédiate et sans appel. « Élise, ce n'est plus une coïncidence. L'ordonnance perdue, les questions bizarres. Ton frère a un comportement dangereux. Je t'en supplie, ne laisse plus tes médicaments à la vue de tous. Trouve une boîte qui ferme à clé. » Tu exagères, ai-je protesté, même si sa peur faisait écho à la mienne. C'est Gabin. Il est immature, il est parfois méchant, mais il n'est pas mauvais. C'est mon frère. La famille n'est pas un bouclier contre la méchanceté, Élise. Parfois, c'est même le meilleur des camouflages. Ces mots sont restés en suspens entre nous. J'ai raccroché, le cœur lourd. Je voulais croire en la bonté de mon frère, en ce lien du sang que je pensais indestructible. J'ai choisi la voie du déni, parce que la vérité était trop terrifiante à envisager. J'ai choisi de croire que les nuages qui s'amoncelaient au-dessus de ma tête n'étaient que passagers, alors qu'en réalité, la foudre était sur le point de frapper. Ma loyauté aveugle était en train de me tendre un piège mortel. Ce mardi matin de mars,
je me suis réveillée avec une sensation de lourdeur. Le ciel d'Amiens, d'un gris métallique, pesait sur la ville. J'ai avalé mes pilules machinalement, comme des milliers d'autres matins. C'était un geste si ancré dans ma routine que je n'y prêtais plus attention. Une confiance aveugle, une habitude mortelle. J'ai attrapé mon carnet de croquis, les glissé dans mon sac en pensant que j'irais peut-être dessiner au bord de l'eau pendant ma pause déjeuner. Cette pensée, si simple et si douce, serait la dernière pensée innocente que j'aurais pendant très, très longtemps. À l'agence, l'atmosphère était électrique. Nous étions en plein bouclage d'un projet important. J'étais assise à mon bureau, les doigts volants sur le clavier, entièrement absorbée par ma tâche. La première alerte a été discrète. Une sorte de flottement dans ma poitrine, comme si mon cœur avait manqué un battement. J'ai mis ça sur le compte du café corsé que j'avais bu. J'ai pris une gorgée d'eau et j'ai continué à travailler. Mais le flottement est revenu. Plus fort. Puis, une accélération brutale. Mon rythme cardiaque, habituellement un métronome fiable grâce à mes médicaments, s'est transformé en un rythme de batterie endiablé et chaotique. Boum 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 boum. De plus en plus vite. Je pouvais le sentir vibrer dans ma gorge, dans mes tempes. J'ai posé les mains à plat sur mon bureau, essayant de me calmer. Respirez, Élise, respirez. Mais chaque inspiration était une lutte. L'air semblait trop épais, trop lourd pour mes poumons. Une sueur glacée a commencé à couler le long de ma colonne vertébrale. Les chiffres sur mon écran d'ordinateur se sont mis à danser, à se brouiller. Les voix de mes collègues, qui discutaient à quelques mètres de là, sont devenues un bourdonnement indistinct, comme si j'étais sous l'eau. J'ai senti la panique monter, une vague glaciale qui menaçait de me submerger. Ce n'était pas une crise d'angoisse. C'était physique. C'était mon corps qui me trahissait. Élise, ça ne va pas? La voix de Jenny, ma voisine de bureau, a percé le brouillard. Tu es blanche comme un cachet d'aspirine. J'ai tourné la tête vers elle, mais le mouvement était lent, pâteux. J'ai essayé de formuler une phrase, de dire « appeler de l'aide ». Mais ma langue était lourde, inutile. Seul un son rauque est sorti de ma gorge. La douleur a frappé à ce moment-là. Une douleur aiguë, écrasante, comme si un étau se resserrait autour de ma poitrine. J'ai vu le visage de Jenny se déformer par la peur. J'ai entendu quelqu'un crier mon nom. Ma vision s'est rétrécie, un tunnel noir se formant au bord de mon champ de vision. Ma dernière pensée lucide a été pour mon carnet de croquis dans mon sac. Je ne dessinerai plus jamais. Puis, l'obscurité m'a avalé. Le réveil a été une agression sensorielle. Le hurlement d'une sirène. L'odeur âcre de l'antiseptique. La sensation de secousse violente. J'ai entrouvert les paupières. Une lumière crue m'a aveuglé. Des visages masqués se penchaient sur moi. Une voix masculine, tendue, criait des ordres. On est en tachycardie ventriculaire. Rythme à 220. Préparez le défibrillateur. On charge à 200 joules. La panique a explosé en moi. J'étais consciente, mais paralysée. Je pouvais tout entendre. J'étais spectatrice de ma propre réanimation. J'ai senti le gel froid sur ma poitrine, puis les palettes métalliques. Dégagez, a crié la voix. Mon corps a été secoué par une décharge électrique monumentale. Une douleur fulgurante. Mon dos s'est arqué. Et puis, un instant de silence. Toujours en tachis. On recharge. 300 joules. Une nouvelle décharge. Mon monde n'était plus que douleur et chaos. À l'hôpital, le ballet des blouses blanches a continué. Mon cardiologue, le docteur Lemaire, est arrivé, le visage marqué par l'inquiétude et l'incompréhension. Il a écouté le rapport des secouristes, a regardé les tracés de l'électrocardiogramme. Ce n'est pas possible, l'ai-je entendu murmurer. Une telle décompensation, chez elle, sans aucun signe avant-coureur. C'est comme si son traitement avait cessé d'agir. Ou pire, comme si quelque chose l'avait contré. Il s'est tourné vers moi. Élise, je demande une analyse toxicologique complète. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Plus tard, dans le calme relatif d'une chambre de soins intensifs, j'ai repris mes esprits.
Le brouillard se dissipait lentement. J'ai regardé mes mains, posées sur le drap blanc. Elles tremblaient. Un tremblement fin, nerveux, incessant. La main qui tenait le crayon, qui donnait vie aux pierres, était devenue une étrangère, secouée par un séisme intérieur. La peur qui m'a saisie à cet instant était plus profonde que la peur de la mort. C'était la peur de la perte de soi. Je fixais cette main tremblante quand la porte s'est ouverte. Mon bourreau entrait, se cachant derrière le masque de l'amour fraternel. Gabin s'est engouffré dans la chambre, le visage ravagé par une angoisse si parfaitement simulée qu'elle aurait pu tromper n'importe qui. Mes parents le suivaient, l'air hagard, leur visage creusé par une nuit d'attente. « Élise !»« Mon Dieu, Élise, tu nous as fait tellement peur !» s'est écrié mon frère. Sa voix était chargée d'une émotion vibrante. Il s'est précipité vers mon lit et s'est penché pour m'étreindre. Son corps était tendu, ses muscles raides. Alors que son visage se cachait dans le creux de mon épaule, son souffle chaud près de mon oreille, ses lèvres ont bougé. Ce n'était plus un cri de soulagement. C'était un sifflement, un venin distillé dans le plus grand secret. Si tu ouvres la bouche sur les pilules, ce n'est pas seulement ta vie que tu vas gâcher. Tu détruiras cette famille. Et je m'assurerai que tu le regrettes. Le sang s'est retiré de mon visage. Le monde s'est mis à tourner. Ce n'était pas une paranoïa. Ce n'était pas une erreur. C'était un acte délibéré, et il était en train de me menacer pour que je devienne sa complice. Je l'ai repoussé avec le peu de force que j'avais. Il s'est reculé, reprenant instantanément son masque de frère éploré. Mes parents n'avaient rien vu, trop absorbés par leur propre anxiété. C'est à ce moment que le docteur Lemaire est entré, tenant une tablette. Son visage était impassible, mais ses yeux lançaient des éclairs. « J'ai les premiers résultats » a-t-il annoncé, s'adressant à l'assemblée mais me fixant. « Élise, nous avons trouvé une dose massive de méthylphénidate dans votre système. C'est un psychostimulant puissant, souvent utilisé pour le TDAH. Pour quelqu'un souffrant de votre pathologie, c'est comme jeter une allumette dans une flaque d'essence. » Le silence qui a suivi était électrique. Tous les regards se sont tournés vers Gabin. Le spectacle a commencé. Il a éclaté en sanglots, des larmes épaisses roulant sur ses joues. C'était une blague, a-t-il gémi en s'effondrant sur une chaise. Je le jure sur la tête de maman. Je voulais juste lui donner un peu d'énergie, la secouer un peu. C'est juste une blague de mec, une connerie, ça a mal tourné. Je ne savais pas. Une blague. Il avait failli me tuer, et il appelait ça une blague de mec. Mais la réaction de mes parents a été le véritable coup de grâce. Il n'y a eu aucune explosion de colère envers Gabin. Aucune once d'horreur. Juste une panique froide et calculée. Ils se sont regardés, et une communication silencieuse a eu lieu. La décision a été prise. Il fallait sauver le soldat Gabin. Mon père, Didier, s'est approché de mon lit. Son visage était un masque de fausse compassion. « Élise, mon ange, écoute ton père. Ton frère est un imbécile. Il n'a pas réfléchi. Mais il ne voulait pas te faire de mal. C'est un bon garçon au fond. Tu sais à quel point j'ai tout misé sur lui. Si sa carrière est ruinée, s'il va en prison, c'est ma vie qui est finie aussi. Tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas nous faire ça. » Il ne me demandait pas de pardonner à mon frère. Il me demandait de le sauver lui, de sauver son rêve par procuration. Ma mère, Sylvie, a pris le relais. Elle a attrapé ma main, ses ongles s'enfonçant dans ma peau. « Élise, pense à nous, pense à notre nom. Qu'est-ce que les gens vont penser ? La famille Renaud d'Alexandra côté, leur fils vient d'être promu, et nous ? Nous serons la famille du criminel. La honte nous tuera. Tu es vivante, Dieu merci. C'est un signe. Nous devons garder ça pour nous. C'est un secret de famille. Pour notre bien à tous. » J'écoutais leur plaidoyer égoïste, et une nausée plus forte que celle de la crise cardiaque m'a envahi. Ils ne me voyaient pas. Ils ne voyaient pas leur fille qui avait frôlé la mort, trahie par son propre frère. Ils voyaient une menace. Une menace pour leur confort, leur réputation, leurs espoirs déçus. Le docteur Lemaire les a interrompus, sa voix tranchante comme un scalpel. « Excusez-moi,
mais ce que vous demandez est inconcevable. Et illégal. Je suis médecin. Mon devoir est de protéger mes patients. Et j'ai aussi le devoir de signaler un crime. Ce qui s'est passé ici n'est pas un secret de famille. C'est une tentative d'homicide. Et j'ai déjà contacté la police. En cet instant, sur ce lit d'hôpital, j'ai compris que j'avais perdu ma famille bien avant que mon cœur ne s'emballe. Ils étaient morts pour moi. Et je devais maintenant choisir entre le silence qu'ils exigeaient et la vérité qui pourrait me coûter tout ce qui me restait. Si vous aviez été à ma place, piégé entre la loyauté familiale et la justice, quel chemin auriez-vous choisi? Dites-le moi dans les commentaires, votre opinion m'intéresse vraiment. Les jours qui ont suivi ont été un purgatoire. Je suis rentré chez moi, mais la maison n'était plus un foyer. C'était une scène de crime, une prison où mes geôliers étaient mes propres parents. Ils marchaient sur des œufs autour de moi, me servant des tisanes apaisantes et des paroles mielleuses. Chaque conversation était une tentative à peine voilée de me manipuler. Tu te sens mieux, ma chérie? Tu vois, tout va bien se terminer si on reste soudés. La police a appelé. J'ai dit que tu étais confuse, que tu avais peut-être fait une erreur de dosage toi-même. C'est mieux pour tout le monde. Il tissait une toile de mensonges autour de moi, essayant de m'y étouffer. Gabin, lui, avait disparu. Mes parents disaient qu'il était chez un ami pour se reposer, mais je savais qu'il le cachait, le coachait, préparait sa défense. Je vivais dans un brouillard de peur et de confusion. Une partie de moi, épuisée, voulait juste que tout s'arrête. Que la police classe l'affaire, que mes parents me laissent tranquille, que je puisse oublier. Mais une autre partie, plus forte, plus en colère, refusait de céder. C'était la partie qui se souvenait de la douleur écrasante dans ma poitrine et du tremblement de ma main. Le jeudi matin, une semaine après ma sortie de l'hôpital, mon téléphone a sonné. C'était le docteur Lemaire. Sa voix était différente. Plus grave, plus urgente. Élise, pouvez-vous venir à mon cabinet dès que possible? J'ai reçu les résultats complets de l'analyse toxicologique. Il faut absolument que nous en parlions. Seule. 1 heure plus tard, j'étais assise dans son bureau. Il a fermé la porte. Il ne s'est pas assis derrière son grand bureau imposant. Il a pris une chaise et s'est assis en face de moi, très près. Son regard était intense. Élise, je vais être directe. Oubliez tout ce que votre famille vous a dit. Ce n'était pas une blague. Ce n'était pas une erreur. C'était une exécution planifiée qui a échoué. Il a fait glisser un dossier sur la table basse entre nous. Je l'ai ouvert. C'était une analyse complexe, mais il m'a guidé. Ce que vous voyez ici n'est pas une seule substance. C'est un cocktail pharmacologique. Il y a le méthylphénidate, oui. Mais nous avons aussi trouvé de la pseudoéphédrine, de la caféine pure à une dose massive, et de la phényléphrine. Chaque substance a été choisie pour une raison précise. Elles agissent en synergie. L'une augmente la pression artérielle, l'autre accélère le rythme cardiaque de manière exponentielle, et la dernière empêche les vaisseaux de se dilater. C'est un assaut coordonné sur le système cardiovasculaire. La personne qui a fait ça savait exactement ce qu'elle faisait. Ce n'est pas le travail d'un amateur. Mon souffle s'est coupé. Cocktail. Synergie. Assaut coordonné. C'était le langage de la guerre, pas de la bêtise. Et ce n'est pas tout, a-t-il poursuivi, sa voix se durcissant. L'inspecteur de police en charge de l'enquête m'a appelé ce matin. Ils ont perquisitionné l'appartement de votre frère. Ils ont trouvé son ordinateur portable. Il a sorti une autre feuille de son dossier. C'était une transcription. L'historique des recherches Google de Gabin pour les 3 dernières semaines. Je l'ai lu, et chaque ligne était un coup de marteau sur mon cœur déjà fragile. Comment provoquer une crise cardiaque foudroyante? Médicaments en vente libre pour simuler un infarctus. Interaction mortelle bêta-bloquant et stimulant. Une autopsie peut-elle faire la différence entre une mort naturelle et un empoisonnement? Délai de versement assurance vie après décès accidentel. Cette dernière ligne a fait éclater la bulle de déni dans laquelle je me réfugiais encore. L'assurance vie. Oui, a dit doucement le docteur Lemaire, comme s'il avait lu dans mes pensées.
La police a vérifié. Vos parents ont souscrit une assurance vie à votre nom il y a des années, lorsque votre maladie a été diagnostiquée. C'est une pratique financière prudente. Mais ils ont désigné votre frère comme bénéficiaire principal en cas de décès accidentel. Les pièces du puzzle se sont emboîtées dans un fracas assourdissant. L'ambition de Taï. Les plaintes de Gabin sur l'argent. Le dessin détruit. L'ordonnance perdue. Les questions insidieuses. La menace à l'hôpital. Tout était lié. Il ne voulait pas simplement me faire taire ou me faire peur. Il voulait m'effacer. M'échanger contre un chèque. Contre un appartement à Paris. Contre une nouvelle vie, construite sur les cendres de la mienne. J'ai regardé le docteur Lemaire, les larmes brouillant ma vue. C'est un monstre, ai-je murmuré. Il a hoché la tête, son visage empreint d'une profonde tristesse. Oui, Élise. Et maintenant, vous devez trouver la force de l'affronter. La peur s'est dissipée, remplacée par une certitude froide comme l'acier. Le combat ne faisait que commencer. Et je n'allais pas le perdre. L'arrestation de Gabin a fait l'effet d'un tremblement de terre. Les jours qui ont suivi ont été un tourbillon de procédures judiciaires, de gros titres et de chuchotements dans notre petite ville d'Amiens. Du jour au lendemain, je suis passé du statut de victime anonyme à celui de « la sœur empoisonnée ». Ma vie privée est devenue un spectacle public, et j'étais le personnage principal d'une tragédie que je n'avais pas écrite. Mes parents, loin de s'effondrer sous le poids de la vérité, ont redoublé de combativité. Ils ont vendu des biens, vidé leurs économies, et hypothéqué la maison familiale pour s'offrir les services de Maître Dubois, un avocat pénaliste parisien réputé pour être un magicien. Sa magie consistait à transformer les coupables en victimes et les victimes en menteurs. Et sa première illusion, ce fut de me faire disparaître, moi, la victime, pour me remplacer par une caricature, la sœur jalouse et instable. Leur campagne médiatique a été brutale et efficace. Ma mère, Sylvie, a accordé une interview exclusive à une chaîne d'information nationale. Je l'ai regardée, médusée, depuis le canapé de Bastien, où je m'étais réfugiée. Avec des larmes savamment distillées, elle a peint le portrait d'un fils aimant mais fragile, tombé sous la coupe d'une fille manipulatrice et vénale, Taï. Mon Gabin est une âme sensible, a-t-elle sangloté. Il a toujours souffert de voir sa sœur malade, il se sentait coupable de sa propre bonne santé. Il a fait une bêtise, une terrible bêtise, en pensant l'aider à sa manière. Ce n'est pas un monstre, c'est mon enfant. Pendant ce temps, l'avocat de Gabin orchestrait une campagne de diffamation dans les journaux à scandale. Des amis de la famille anonymes témoignaient de ma nature dépressive, de ma jalousie maladive envers mon frère, le fils réussi. Ils laissaient entendre que j'étais une personne en quête d'attention, capable de tout pour me mettre en avant, y compris de m'automédicamenter de manière dangereuse. Le coup le plus bas est venu de notre propre voisinage. Maître Dubois a réussi à convaincre Madame Renaud, notre voisine de palier, une femme veuve et solitaire dont la seule distraction était d'épier la vie des autres, de faire une déposition. J'ai lu ces mots dans le journal, « Oh, la petite Élise, elle a toujours été si, mélancolique. » Je l'entendais souvent pleurer le soir. Et la façon dont elle regardait son frère, parfois, il y avait comme une lueur de ressentiment. Pauvre garçon, ça n'a pas dû être facile tous les jours. J'ai jeté le journal avec un cri de rage et de désespoir. Ils étaient en train de réécrire mon histoire, de voler ma vérité. Chaque souvenir de ma vie était tordu, interprété, transformé en une preuve de ma supposée folie. Ma sensibilité artistique devenait une instabilité émotionnelle. Ma discrétion devenait une tendance à la dépression. Mon amour pour mon frère était transformé en une jalousie pathologique. Je me suis terrée chez Bastien. Sortir était devenu une épreuve. Le regard de la boulangère, la conversation qui s'arrête net quand j'entre dans un magasin. J'étais devenue une paria dans ma propre ville. J'ai commencé à douter de moi-même. Et si j'étais folle? Et si j'avais tout imaginé? Le gaslighting était si intense, si omniprésent, qu'il commençait à fissurer mes propres certitudes. C'est Bastien qui m'a maintenue à flot. Chaque soir, il s'asseyait avec moi, me forçait à manger, et démontait point par point la propagande de ma famille. « Regarde-moi, Élise, me disait-il en prenant mon visage entre ses mains.
Ne les laisse pas te faire ça. Tu n'es pas folle. Tu es une victime. Tu es une survivante. N'oublie jamais ça. Le rapport toxicologique ne ment pas. Les recherches Google ne mentent pas. C'est toi qui dis la vérité. Il était ma seule bouée de sauvetage dans cet océan de mensonges. Lentement, grâce à lui, la colère a commencé à remplacer le doute. Une colère froide, une rage tranquille. Ils avaient essayé de me tuer avec des produits chimiques. Maintenant, ils essayaient de me tuer avec des mots. Mais j'avais survécu à la première attaque. J'allais survivre à la seconde. Le procès approchait. C'était là-bas, dans l'enceinte sacrée du tribunal, que la vérité allait enfin avoir sa chance. Et j'étais prête à me battre pour elle. Le jour de l'ouverture du procès, le palais de justice d'Amiens bourdonnait comme une ruche. Des journalistes campaient sur les marches, des camions de télévision étaient garés le long de la rue. En entrant dans la salle d'audience, j'ai senti le poids de centaines de regards sur moi. J'ai marché la tête haute, Bastien à mes côtés, et je me suis assise à la place réservée à la partie civile. De l'autre côté, Gabin, en costume sombre, semblait avoir vieilli de 10 ans. À ses côtés, l'imposant maître Dubois. Derrière eux, mes parents, transformés en statues de glace, le regard fixé droit devant eux, refusant de croiser le mien. La stratégie de la défense, menée par maître Dubois, était un chef-d'œuvre de manipulation. Il a commencé sa plaidoirie en parlant d'une tragédie familiale, d'un drame de l'amour et de la jalousie. Il a dépeint Gabin comme un jeune homme aimant mais maladroit, écrasé par la culpabilité de voir sa sœur aînée, si fragile, souffrir. La fameuse blague a été présentée comme une tentative désespérée et stupide de lui redonner le sourire. Il a ensuite commencé à me dépeindre, moi, comme une artiste tourmentée, une âme hypersensible, sujette à des épisodes de mélancolie profonde, laissant planer le doute sur ma stabilité mentale et la fiabilité de mon témoignage. Mais un récit, aussi bien construit soit-il, ne peut résister à la force brute des faits. Et l'avocate de l'accusation, maître Valois, une femme petite mais dotée d'une volonté de fer, a commencé à démolir leur forteresse de mensonges, une preuve après l'autre. Le premier témoin clé a été le docteur Lemaire. D'une voix calme et précise, il a détaillé la nature du cocktail trouvé dans mon sang, expliquant au jury, en des termes simples, comment chaque substance avait été choisie pour créer un effet synergique mortel. Ceci, mesdames et messieurs les jurés, a-t-il conclu, n'est pas le résultat d'une farce. C'est le travail de quelqu'un qui a une connaissance pharmacologique précise et une intention claire. Ensuite, l'expert en informatique de la police a été appelé à la barre. Il a projeté sur un grand écran l'historique de recherche de l'ordinateur de Gabin. Les questions glaçantes sont apparues, une par une, en lettres noires sur fond blanc. Maître Dubois a tenté une objection, parlant de « curiosité morbide mais innocente ». Maître Valois l'a contré sèchement. La curiosité s'arrête là où commence la planification d'un crime, maître. Le juge a rejeté l'objection. Le moment le plus intense a été la présentation des messages échangés entre Gabin et Tailly. Leur lecture par le greffier a jeté un froid polaire dans la salle. On entendait leur voix à travers les mots écrits, l'avidité de Tailly, sa hâte de commencer leur nouvelle vie, et la froideur calculatrice de Gabin. Le message qui a scellé son sort était celui où il écrivait. Même si elle survit, elle sera probablement handicapée à vie. Un légume. Quoi qu'il arrive, le problème sera réglé. En entendant ces mots, une vague de nausée m'a submergée. J'ai regardé Gabin. Pour la première fois, il a semblé perdre son sang-froid. Une sueur perlait sur son front. Mes parents, eux, restaient de marbre, refusant de montrer la moindre émotion, comme si tout cela ne les concernait pas. Le coup de grâce est venu du témoignage de Tailly. Appelée à la barre par l'accusation, elle était méconnaissable. Fini la fille glamour et ambitieuse. C'était une jeune femme terrifiée, qui jouait sa propre survie. Elle a raconté comment l'idée avait germé. Au début, ce n'était que des plaintes de Gabin. Puis, il a commencé à parler de l'assurance-vie, d'abord comme une plaisanterie. Mais peu à peu, la plaisanterie est devenue une obsession. C'est lui qui a tout fait, a-t-elle déclaré, sa voix brisée. Il passait des heures sur Internet. Il me disait qu'il avait trouvé la combinaison parfaite. J'avais peur,
Mais j'étais amoureuse et stupide. Il me disait que c'était notre seule chance d'être heureux, de nous libérer du poids de sa sœur. Le poids. C'est le mot qu'elle a utilisé. Pas le fardeau que j'avais imaginé. Le poids. Pour eux, je n'étais qu'un poids mort qui les empêchait de s'envoler. Ce jour-là, au tribunal, la vérité n'a pas seulement éclaté. Elle a explosé, balayant tous les mensonges, toutes les manipulations. Le portrait de mon frère, soigneusement retouché par son avocat et mes parents, s'est fissuré, révélant le vrai visage qui se cachait derrière, celui d'un homme froid, cupide et sans pitié. Le procès touchait à sa fin, mais ma propre confrontation, la plus douloureuse de toutes, n'avait pas encore eu lieu. L'attente du verdict a été une torture. Chaque minute semblait durer 1 heure. Assise sur le banc du tribunal, j'entendais le bourdonnement de mon propre sang dans mes oreilles. Bastien me serrait la main si fort que mes doigts étaient engourdis, mais cette pression était la seule chose qui me maintenait ancré dans la réalité. De l'autre côté, mes parents priaient à voix basse, non pas pour moi, mais pour leur fils. Quand le jury est revenu, un silence de mort est tombé sur la salle. J'ai scruté leurs visages, un par un, cherchant un indice, une lueur. Ils étaient impassibles. Le président du jury a tendu un papier au greffier. Ce dernier s'est raclé la gorge, et sa voix a résonné, claire et sans appel. Sur le chef d'accusation de tentative de meurtre avec préméditation, l'accusé, Gabin Fournier, est déclaré coupable. Un cri a fusé des bancs derrière moi. Ma mère. Gabin s'est affaissé sur sa chaise comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. Un sentiment étrange m'a envahi. Pas la joie exubérante de la victoire. Pas le soulagement pur. Juste un vide immense, et la confirmation froide que le pire était bien réel. Le monstre de mes cauchemars n'était pas une illusion. Il était là, en face de moi, et il portait le visage de mon frère. Quelques jours plus tard, l'audience pour la détermination de la peine a eu lieu. C'était ma dernière chance de parler, de donner une voix à ma souffrance. Je me suis avancée à la barre, non pas avec un texte préparé, mais avec mon cœur en lambeaux comme seul prompteur. J'ai regardé le juge, un homme au visage sévère mais juste. Votre honneur, ai-je commencé, ma voix étonnamment stable. On parle beaucoup de la vie que mon frère a failli me prendre. Mais je veux vous parler de tout ce qu'il m'a volé, ce jour-là. Il m'a volé mon sentiment de sécurité. Chaque fois que je prends mes médicaments, ces pilules qui sont censées me garder en vie, j'ai une seconde d'hésitation, une bouffée de panique. Il m'a volé ma passion. Ma main, autrefois si stable, tremble encore. Le simple fait de tenir un crayon est devenu un combat. Il a transformé mon refuge, l'art, en un champ de bataille. J'ai fait une pause, puis j'ai continué. Mais plus que tout, il m'a volé ma famille. Il a transformé mes parents en complices et en défenseurs de leur propre fils qui a tenté de tuer leur fille. Il a détruit l'idée même de ce que signifiait être un frère, un fils, une famille. Puis, ce fut au tour de mes parents de plaider pour la clémence. Ma mère a parlé, en larmes, de son petit garçon, de son erreur impardonnable, de l'influence de Taï. C'était le même discours qu'elle avait servi aux médias. Mais c'est mon père qui a prononcé les mots qui allaient sceller notre rupture à jamais. Didier s'est levé, le dos droit, le menton haut. Il n'a pas pleuré. Il a parlé d'une voix forte, empreinte d'une autorité paternelle qu'il pensait sans doute impressionnante. Votre honneur, je ne vous demande pas d'excuser son geste. Mais je vous demande de regarder l'avenir. Cet enfant est mon fils. Il est notre seul fils. S'il vous plaît, ne détruisez pas l'avenir du seul homme de cette famille. Il a le potentiel de se racheter, de devenir quelqu'un de bien. Le seul homme de cette famille. Ces mots ont explosé dans mon esprit. Toute ma vie, j'avais été la seconde, la fragile, celle dont on devait s'occuper. Mais je n'avais jamais réalisé à quel point j'étais, insignifiante à leurs yeux. J'étais une variable d'ajustement dans l'équation de la réussite de leur fils. Une colère blanche, pure, a déferlé en moi. J'ai demandé au juge la permission de répondre. Il a hésité, puis a acquiescé. Je me suis levée, et je me suis tournée non pas vers le juge, mais vers le banc où étaient assis mes parents. Le seul homme de la famille, ai-je répété, ma voix vibrant d'une fureur contenue.
Et moi, je suis quoi? Un fantôme? Un accident? Ou juste la tirelire qu'il fallait casser pour financer ses rêves? Vous parlez de son avenir, mais où étiez-vous quand le mien a failli s'arrêter sur le sol d'un bureau? Vous n'avez jamais été mes parents. Vous avez été ses gardiens. Et vous avez échoué. Vous avez élevé un monstre, et vous refusez de le voir. Je me suis tournée une dernière fois vers Gabin, qui me regardait, les yeux écarquillés. Et toi? J'espère que chaque jour, en prison, tu te souviendras du visage de ta sœur. Pas celui que tu as essayé de tuer, mais celui qui a survécu pour te regarder être jugé. Le juge a frappé de son marteau. Gabin a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle. En sortant du tribunal, j'ai senti le soleil sur mon visage pour la première fois depuis des mois. Je ne me suis pas retournée. J'ai laissé derrière moi les ruines de ma famille et j'ai commencé à marcher vers ma propre vie. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Les mois qui ont suivi le procès ont été un long et lent processus de décontamination. J'ai dû apprendre à vivre avec les fantômes de ma famille. Le premier pas a été de mettre de la distance. Avec l'aide de Bastien, j'ai trouvé un petit appartement de l'autre côté de la ville, un endroit où aucun souvenir ne pouvait m'atteindre. J'ai changé de numéro de téléphone. J'ai bloqué mes parents et tous les membres de la famille qui avaient pris leur parti sur les réseaux sociaux. C'était une amputation. Douloureuse, mais nécessaire pour arrêter la gangrène. Les nouvelles de leur déchéance me parvenaient par écho. La boulangerie de mon père, autrefois si prospère, a commencé à péricliter. Les gens d'Amiens ont la mémoire longue, et personne ne voulait acheter son pain à la famille d'un empoisonneur. La honte et les dettes sont devenues un cancer qui a rongé leur vie. Ils ont vendu l'affaire, puis la maison. J'ai appris par un ancien voisin qu'ils avaient emménagé dans un minuscule 2 pièces dans un quartier défavorisé. Ma mère, incapable de supporter cette chute sociale, a sombré dans une dépression sévère. Mon père, lui, s'est muré dans un silence amer. C'était une justice lente, implacable, celle que la vie réserve parfois à ceux qui ont trahi les lois les plus fondamentales de l'humanité. Un jour de printemps, une lettre est arrivée. L'enveloppe portait le cachet du centre pénitentiaire. C'était Gabin. J'ai hésité à l'ouvrir. J'ai failli la jeter. Mais la curiosité, ou peut-être un besoin masochiste de comprendre, a été plus forte. C'était une longue lettre, 4 pages d'une écriture appliquée. Il parlait de ses séances avec le psychologue de la prison, de sa « prise de conscience ». Il disséquait sa jalousie, son sentiment d'infériorité, la pression qu'il ressentait de la part de notre père. Il disait comprendre l'horreur de son geste, demandait pardon non pas pour être pardonné, mais pour se libérer d'un poids. J'ai lu ces mots, et je n'ai rien ressenti. Pas de pitié, pas de haine, pas de compassion. Juste un vide immense. L'homme qui avait écrit cette lettre était un étranger pour moi. Le lien qui nous unissait avait été dissous par un cocktail chimique dans mon propre sang. J'ai pris la lettre, je suis allé sur mon balcon, et je l'ai regardé se consumer dans un cendrier jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un tas de cendres grises. 1 an après le procès, le destin a frappé un grand coup. Un notaire m'a appelé. Mon père avait eu une crise cardiaque. Foudroyante. Il était mort sur le coup. L'ironie était si tragique qu'elle en devenait presque absurde. Lui, l'homme obsédé par la réussite de son fils, avait succombé à la même faiblesse de cœur qu'il avait tant méprisé chez moi. 2 mois plus tard, la tragédie a continué. Ma mère, seule et sans but, a eu un accident de voiture. Elle a percuté un platane par une journée ensoleillée sur une route parfaitement droite. La police a conclu à un accident, mais je savais que c'était un suicide déguisé. Elle avait perdu tout ce qui comptait pour elle, sa réputation, son confort, son fils. Elle s'était simplement laissée mourir. Le notaire m'a convoqué. J'étais la seule héritière. Je m'attendais à hériter de dettes. Mais il y avait autre chose. Les assurances-vie. Celles que mes parents avaient souscrites pour eux-mêmes, et surtout, celles qu'ils avaient souscrites pour moi. Dans le chaos de leur chute, ils n'avaient jamais pensé à changer les clauses.
Le chiffre est tombé, irréel. Près de 400 000 euros. Je suis sortie de l'étude du notaire, chancelante. L'argent. L'instrument de ma mort programmée. Le Graal pour lequel mon frère avait tout sacrifié. Par une pirouette macabre du destin, il était à moi. C'était une vengeance cosmique, une blague de l'univers. J'aurais pu sombrer, me laisser écraser par le poids de cet argent sale. Mais j'ai pris une autre décision. Le lendemain, je ne suis pas allé voir un banquier. Je suis allé dans le plus grand magasin de fournitures d'art de la région. J'ai respiré l'odeur du papier, du bois, des pigments. J'ai touché la texture des carnets de croquis, la douceur des pinceaux. J'ai dépensé une petite fortune. Ce n'était pas un caprice. C'était un acte de défiance. Un acte de réclamation. Je reprenais possession de ma vie, de ma passion. Ce soir-là, dans mon appartement, j'ai déballé mes trésors. J'ai ouvert un grand carnet de croquis à la page blanche. Avec une main qui ne tremblait presque plus, j'ai pris un crayon fusain. La page était une promesse. Un territoire vierge. Un avenir à dessiner. Et j'étais la seule architecte. 3 ans. C'est le temps qu'il faut à la terre pour se régénérer après un incendie. C'est le temps qu'il m'a fallu pour reconstruire ma vie sur les cendres de mon passé. La première décision a été de quitter Amiens. J'aimais cette ville, mais chaque rue, chaque pierre me rappelait une vie qui n'était plus la mienne. C'était comme vivre dans la maison d'un fantôme. Bastien, mon roc, mon ancre, a trouvé un nouveau poste à Lyon, et nous sommes partis sans nous retourner. Lyon. Une ville de lumière et de collines. Une ville où personne ne connaissait mon nom, ni mon histoire. J'étais juste Élise. Une nouvelle page blanche. L'année dernière, lors d'une soirée douce sur la colline de Fourvière, alors que la ville scintillait à nos pieds, Bastien a mis un genou à terre. À travers les larmes de joie, j'ai dit oui. Nous allons nous marier au printemps prochain. L'argent de l'héritage, cet argent empoisonné, j'ai décidé de le transformer. Une partie a servi d'apport pour notre appartement, un lieu lumineux avec un petit balcon où je peux installer mon chevalet. Une autre partie, plus importante, a été utilisée pour créer ma propre petite entreprise de conseil en marketing. Je me suis spécialisée dans l'aide aux petits artisans et créateurs, ceux qui, comme moi, essaient de vivre de leur passion. Je transforme leur talent en une histoire que le monde peut entendre. Je les aide à construire leurs rêves, peut-être parce que j'ai dû me battre si durement pour reconstruire le mien. Mais ma plus grande victoire, ma plus belle revanche, est artistique. J'ai travaillé sans relâche. J'ai suivi des cours de dessin, de peinture. J'ai appris à maîtriser le tremblement de ma main, à en faire une partie de mon style, une vibration dans mes lignes qui, selon mon professeur, donne de la vie à mes œuvres. Le mois dernier, mon rêve est devenu réalité. J'ai eu ma toute première exposition personnelle dans une charmante galerie du quartier Saint-Jean. Je l'ai intitulée « L'architecture de la survie ». C'était le récit de mon voyage, non pas en mots, mais en images. L'exposition commençait par des dessins sombres, des croquis d'Amiens faits de lignes brisées, presque violentes. On y voyait des gargouilles qui semblaient crier, des bâtiments dont les fondations paraissaient instables. C'était l'expression de mon chaos intérieur. Puis, au fur et à mesure que l'on avançait dans la galerie, les lignes s'apaisaient. Les couleurs apparaissaient, d'abord timidement, puis de manière de plus en plus éclatante. La série se terminait par une grande toile colorée de la basilique de Fourvière, ses tours élancées vers un ciel bleu éclatant, une promesse de résilience et d'espoir. Le soir du vernissage, en voyant les gens s'arrêter devant mes œuvres, ému, je n'ai pas ressenti de la fierté. J'ai ressenti un sentiment de paix. J'avais réussi à transformer la laideur de ma vie en quelque chose de beau. J'ai appris une leçon essentielle durant ces années. La famille, la vraie, n'est pas définie par les liens du sang. Elle est définie par les liens du cœur. C'est la sécurité que l'on trouve dans le regard de l'autre, le respect que l'on inspire, la protection que l'on offre sans condition. Ma famille, aujourd'hui, c'est Bastien, qui a cru en moi quand je doutais de tout. Ce sont mes amis qui m'ont entouré de leur affection. C'est cette nouvelle vie que nous construisons, brique par brique, rire par rire. Mon histoire, avec ses rebondissements tragiques et sa fin presque ironique, est la mienne.
Mais je sais que je ne suis pas la seule à avoir dû me battre contre ceux qui étaient censés me protéger. Mon exposition a été mon moyen de partager mon histoire. Et maintenant, je veux entendre la vôtre. Avez-vous déjà réussi à transformer une douleur profonde, une trahison, en une force inattendue? Avez-vous transformé vos cicatrices en une œuvre d'art, en un nouveau départ, ou en une main tendue vers les autres? Partagez votre expérience dans les commentaires. Chaque récit de survie est un chef-d'œuvre, et chaque voix mérite d'être entendue. Merci de m'avoir accompagné jusqu'au bout de ce long chemin. N'oubliez pas de laisser un like si mon histoire vous a touché, et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Prenez soin de vous, et souvenez-vous que même après l'incendie le plus dévastateur, de nouvelles choses peuvent toujours pousser.